Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli souligne que les pays africains sont désireux de coopérer avec les entreprises égyptiennes. L'ONU avertit que l'Égypte condamne les attaques israéliennes récurrentes contre le Liban et la Syrie, les qualifiant d'une sévère atteinte à la souveraineté de deux pays. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné que les pays africains sont désireux de coopérer avec les entreprises égyptiennes pour mettre en œuvre des projets de développement dans leur pays. Le chef du gouvernement a chargé les ministres concernés de coopérer avec les pays africains pour mettre en œuvre divers projets. Cette déclaration a eu lieu lors de la réunion hebdomadaire du cabinet dans la nouvelle ville de l'Alamein afin d'examiner nombre de dossiers importants. Dr Madbouli a indiqué que le gouvernement s'efforcerait de mettre en œuvre plusieurs directives présidentielles par l'intermédiaire des ministères concernés, notamment ceux liés à la sécurité alimentaire, afin d'accroître le taux d'autosuffisance des denrées stratégiques et d'autres portés sur des projets de services et de développement, afin d'évaluer les progrès réalisés et de surmonter les difficultés ou obstacles susceptibles d'entraver leur mise en œuvre. Au cours de la réunion, le Premier ministre a enjoint de reconsidérer la position des installations gouvernementales dans le contexte actuel des fortes chaleurs pendant la phase actuelle. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a également assisté à la cérémonie de signature d'un contrat portant sur le développement et la transformation du droit d'usage d'un terrain situé dans la zone industrielle de Sokhna, relevant de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Le contrat a été signé entre l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, la société de développement principale MSD et la société TEDA Égypte pour le développement et de la zone économique spéciale. Madbouli a souligné l'importance de cette coopération pour accélérer le rythme du développement industriel au sein de la zone économique du canal de Suez, en mettant en avant les capacités et les atouts dont dispose cette zone, qui la qualifie pour devenir l'un des pôles majeurs de l'industrie et des services logistiques de la région. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a intensifié ses contacts afin d'apaiser les tensions dans la région. Le chef de la diplomatie a eu une série d'entretiens téléphoniques, notamment avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Lors de ces entretiens, le ministre des Affaires étrangères a évoqué l'importance de promouvoir des solutions pacifiques et de reprendre les négociations sur le programme nucléaire iranien. Des idées et des visions ont également été échangées sur les moyens de consolider le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël et de faire progresser le processus politique et pacifique. Sur un autre plan, l'entretien avec Steve Witkoff a porté sur les efforts intensifs actuellement déployés pour parvenir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, la libération des otages et de prisonniers et l'acheminement sans entrave des aides humanitaires à Gaza. Le ministre Abdelghati a également évoqué la proposition égyptienne d'organiser une conférence internationale en Égypte sur la reconstruction de Gaza. Passons aux territoires occupés où 21 Palestiniens sont tombés martyrs, y compris 15 par l'inhalation du gaz lacrymogène tiré par l'armée de l'occupation israélienne sur les civils qui attendaient les aides humanitaires au sud de Khan Younis. Pour la première fois, des victimes d'étouffement et d'agression des citoyens dans le centre de distribution d'aide sont enregistrées, ce qui s'est transformé en piège à meurtre. L'ONU a averti que les déplacements massifs de population en Cisjordanie avaient atteint des niveaux jamais vus depuis le début de l'occupation israélienne du territoire palestinien il y a près de 60 ans.
Selon l'ONU, les démunitions israéliennes ont déplacé 2900 Palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023. Sur cette même période, 2400 Palestiniens, dont près de la moitié sont des enfants, ont été déplacés par des colons israéliens. Voici le point. L'ONU a averti que les déplacements massifs de population en Cisjordanie avaient atteint des niveaux jamais vus depuis le début de l'occupation israélienne du terrain. Le porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a déclaré que cette opération militaire est la plus longue depuis la deuxième intifada, alarmant. Selon l'ONU, les démolitions israéliennes ont déplacé 2907 Palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023. Sur cette même période, 2400 Palestiniens, dont près de la moitié sont des enfants, ont été déplacés à la suite d'actions menées par des colons israéliens. Selon l'ONU, 757 attaques menées par des colons israéliens ont été enregistrées en Cisjordanie au cours des 6 premiers mois de l'année, une augmentation de 13% par rapport à la même période en 2024. Depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, les violences en Cisjordanie ont fait au moins 964 morts, selon l'ONU. L'Égypte a condamné les attaques israéliennes récurrentes contre les territoires libanais et syriens, affirmant qu'elles représentent une sévère atteinte à la souveraineté de deux pays arabes frères et une violation flagrante du droit international et des résolutions des Nations Unies. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a souligné l'importance de respecter la souveraineté du Liban et de la Syrie, refusant totalement toute ingérence dans les affaires intérieures des deux pays. L'Égypte a également souligné l'importance de respecter l'intégrité et la sûreté des territoires libanais. L'Égypte a par ailleurs indiqué que les attaques israéliennes récurrentes vont approfondir la tension et constitueront un élément d'instabilité dans ces pays frères et dans la région. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a indiqué aujourd'hui que le bilan des violences à Souaïda, ville du sud de la Syrie, s'est élevé à 248 depuis dimanche dernier. Un bilan précédent de cette ONG faisant état de 203 morts hier. La province de Souaïda abrite la plus importante communauté de Druzes du pays, qui comptait quelques 700 000 membres en Syrie avant la guerre civile et aussi implantée au Liban et en Israël. Ce dernier, qui bombarde depuis lundi dernier des positions des forces gouvernementales syriennes dans la région de Souaïda, a affirmé qu'il ne permettrait pas de présence militaire dans le sud de la Syrie, à proximité de leurs frontières communes. Des bombardements israéliens ont coûté la vie à 12 personnes hier dans la région d'El Bekaa, en dépit du cessez-le-feu en vigueur depuis 8 mois, selon les autorités libanaises. L'armée israélienne a indiqué avoir mené des raids sur plusieurs cibles du Hezbollah, dont la Bekaa, citant des camps militaires de la force Radwan, l'unité militaire d'élite du Hezbollah. Le mouvement libanais Hezbollah a pour sa part dénoncé une escalade majeure dans le contexte de l'agression continue contre le Liban et son peuple. Hezbollah a appelé les autorités libanaises à agir d'une manière sérieuse, immédiate et ferme pour faire respecter le cessez-le-feu qui a mis fin le 27 novembre 2024 à la guerre entre Israël et le Hezbollah. En Irak, 3 champs pétrolifères de la région autonome du Kurdistan, dans le nord du pays, ont été touchés ce matin par des attaques de drones au lendemain d'une attaque similaire et ont entraîné l'interruption des activités d'un champ pétrolifère. Ces attaques surviennent également à un moment où les tensions entre Bagdad et Erbil au sujet des exportations de pétrole s'exacerbent. Un important oléoduc traversant la Turquie est enfermé depuis 2023 en raison des différends juridiques et en problèmes techniques. Les forces kurdes ont annoncé que 3 nouveaux champs pétrolifères de la région autonome du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, ont été attaqués ce matin par des drones chargés d'explosifs. Ces dernières semaines, l'Irak a été le théâtre d'une série d'attaques de drones et de roquettes non revendiquées. Celle d'aujourd'hui porte à 5 le nombre de champs pétrolifères touchés au Kurdistan en l'espace d'une semaine.
Tôt ce matin, 2 drones chargés d'explosifs ont attaqué un champ pétrolifère exploité par un groupe pétrolier norvégien. Ensuite, un drone similaire a frappé un champ dans le district de Zako, selon les services de lutte contre le terrorisme du Kurdistan. Quelques minutes plus tard, une autre attaque a visé un champ pétrolifère géré par les États-Unis. Aucune victime n'a été signalée. Les attaques d'aujourd'hui sont survenues au lendemain d'une autre attaque au drone chargé d'explosifs qui a entraîné la suspension des activités dans le champ pétrolifère de Sarsang. Lundi, un drone a été abattu près de l'aéroport d'Erbil, tandis que 2 autres ont touché le champ pétrolifère de Khourmala dans la même province, causant des dégâts matériels. Le Kurdistan irakien se présente comme une relative oasis de stabilité dans un Irak instable, attirant les investisseurs étrangers grâce à ses liens étroits avec les États-Unis et les pays européens. Une quinzaine de personnes ont été blessées hier soir en Ukraine dans une attaque russe impliquant des centaines de drones qui a provoqué des coupures d'électricité. Ces nouvelles frappes russes d'ampleur interviennent alors que le président américain Donald Trump a donné lundi 50 jours à Moscou pour parvenir à un accord de peine de sanctions sévères. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré au cours de la nuit près de 400 drones explosifs, dont 198 ont été abattus et 145 autres perdus sans atteinte leur cible. Ces frappes ont notamment visé 3 villes dans le nord-est et le centre du pays, touchant des installations industrielles et des bâtiments résidentiels. Et en Russie, une personne a été tuée par une attaque de drone ukrainienne survenue mardi à Voronezh, à environ 200 km de la frontière ukrainienne. Passons à notre rubrique économique. Les effets des droits de douane voulus par Donald Trump commencent à être ressentis par les Américains, confrontés pour la 2e fois consécutive à une remontée des prix à la consommation. Le président américain a de son côté estimé que l'inflation est très basse, appelant la Fed à abaisser ses taux de 3 points de pourcentage pour économiser 1 000 milliards de dollars par an. L'indice CPI de mesure de l'inflation publié mardi a dévoilé que les Américains ont commencé à ressentir les effets des droits de douane voulus par le président américain Donald Trump. L'indice CPI de mesure de l'inflation a progressé en juin de 2,7% sur un an, contre 2,4% en mai. Cette accélération est toutefois en ligne avec les attentes des analystes. C'est le 2e mois consécutif de hausse sur un an, puisque les prix avaient déjà regagné en vigueur en mai, alors qu'ils avaient eu tendance à se rapprocher auparavant de la cible de 2% de hausse sur un an visée par la Banque centrale américaine Fed. L'accélération de l'inflation est également marquée sur un mois, avec des prix en augmentation de 0,3% en juin, sous l'effet d'une hausse des prix de l'énergie, là encore conforme aux anticipations des analystes. Or, prix de l'alimentation et de l'énergie toujours volatile, l'indice CPI a progressé en juin de 0,2% sur un mois et 2,9% sur un an, soit une légère hausse dans les 2 cas par rapport à mai. Les Américains sont par ailleurs confrontés à une légère remontée des prix alimentaires ainsi que de ceux des services de santé, alors que les coûts du logement, qui ont été l'un des principaux moteurs de l'inflation persistante ces derniers mois, marquent légèrement le pas. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.